Bonjour, bienvenue à Géopol dans cet nouvel épisode qui traitera de la guerre de civilisation qui ne dit pas son nom depuis un certain temps et particulièrement depuis quelques semaines. Suite à la mort d'un Afro-Américain lors de son arrestation. Pour évoquer ce sujet, mon invité aujourd'hui sera Jean Messia, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent parfaitement bien. Bonjour Jean. Bonjour. Voilà, donc on va attaquer tout de suite ce sujet crucial. Alors il y a une sorte de guerre en ce moment médiatique, pour le moment. Hein. Enfin, quoique, il y a des émeutes un peu partout. Moi, je l'ai appelé guerre de civilisation qui ne dit pas son nom, parce qu'officiellement, c'est le racisme, toujours, c'est un peu l'excuse habituelle. En réalité, on se rend de plus en plus compte que c'est une guerre de civilisation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle a été déclenchée, comme je viens de le dire, par la mort de ce jeune Afro-Américain lors de son arrestation. Et puis, finalement, j'ai envie de vous dire, une arrestation comme ça, c'est assez banal aux États-Unis. Il y en a tout le temps des arrestations qui tournent mal pour 1000 raisons. Qu'est-ce qui a fait, à votre avis, que... C'est vrai qu'il y a eu plusieurs émeutes, chaque décennie a son émeute aux États-Unis à cause de ce genre de choses. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui ça s'est déclenché? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché comme ça? Je crois qu'il faut distinguer, si vous voulez, le fait divers lui-même du contexte général dans lequel il se produit. Le fait divers lui-même, on va le rappeler brièvement, c'est effectivement une arrestation un petit peu musclée, avec un usage à l'évidence excessif de la force par un policier américain. Pardon, mais comme ça arrive tous les jours, dans un contexte, contre des blancs, des noirs, des jaunes... Dans un contexte assez malsain, parce que la question raciale aux États-Unis est à la fois une question ancienne et une question sensible, brûlante. Il y a eu un usage excessif de la force. Rien d'ailleurs ne prouve qu'il s'agit de racisme, même si il est avéré, à l'évidence, et les images l'ont montré, que ce policier a outrepassé ses droits dans l'arrestation. Pardon, vous êtes au courant qu'ils se connaissaient, là? On vient d'apprendre depuis quelques jours, 2 jours. Non, je n'étais pas au courant. On apprend qu'ils se connaissaient, ils ont travaillé ensemble dans la sécurité. Le policier et la personne, et George Floyd. De toute façon, ça ne change rien. Non, mais pour vous dire que c'est... Le fait est, si vous voulez, que le fait divers en lui-même peut choquer. Et d'ailleurs, c'est incompréhensible qu'il ait fallu attendre qu'il y ait des mobilisations pour que le policier en question soit effectivement mis en examen pour homicide, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi ce fait-là, pas les autres? Non, mais la question, si vous voulez, qui se pose, c'est que ce fait divers se passe aux États-Unis. Si effectivement la réaction peut être compréhensible aux États-Unis, je ne comprends pas par quel biais, enfin si, je comprends par quel biais elle a été instrumentalisée par des groupes racialistes et indigénistes décoloniaux français qui ont, si vous voulez, plugué, passez-moi l'expression, cette ancienne affaire d'Adama Traoré, ce jeune Français d'origine malienne qui est mort, mais dans des circonstances radicalement différentes de celle de George Floyd, mais le génie en fait de ce mouvement a été en fait d'instrumentaliser l'affaire George Floyd pour remettre sur le tapis cette affaire d'Adama Traoré et d'avoir comme ça un écho politique. On évoquera cette parenthèse, mais en fait il n'y a pas qu'en France. C'est que c'est devenu mondial, c'est-à-dire à Londres, Berlin, Rome, exactement. Madrid. Alors c'est pour ça que je vous dis, le contexte général a aussi son importance. Je crois que c'est à votre antenne que j'ai évoqué ça pour la première fois il y a quelques mois. Nous sommes dans une phase historique, effectivement, de transition paradigmatique. On sent qu'il y a une parenthèse qui se referme, la parenthèse du mondialisme, du sans-frontiérisme, du multiculturalisme, qui est ce grand paradigme sur lequel le monde a vécu depuis le tournant des années 80 et qui a été petit à petit refermé en 2016, d'abord par le Brexit, ensuite par l'élection de Donald Trump, l'arrivée de Salvini au pouvoir en Italie. Et donc on sent en fait qu'il y a une espèce de résistance d'un ancien monde qui peine à disparaître avec l'émergence d'un nouveau monde autour du retour des peuples, des frontières, etc. Et moi, je pense que ce qui se passe aux États-Unis, parce que même aux États-Unis, l'ampleur que ça a pris, c'est inédit. Enfin, je veux dire, un mouvement aussi ample, avec des violences aussi gigantesques, du vandalisme, des destructions qui enflamment toutes les villes américaines. Je veux dire, même au moment de 91, de l'arrestation également de cet Afro-Américain, à l'époque, il y avait eu des émeutes, mais qui étaient restées circonscrites à Los Angeles. Permettez-moi, je mettrai un bémol, parce que ce que vous dites, il y a l'effet d'optique, l'effet des images, mais quand on regarde de près,
Alors, je me souviens des émeutes de 91. C'était autrement que... Moi, je suis pas d'accord. Hein, c'était assez violent quand même. Et puis là, quand on regarde le nombre... Tendu. Oui, mais peut-être... Ça s'est pas été... Oui, c'est vrai. C'était Los Angeles. Exactement. Mais lorsqu'on regarde de près, on nous annonce 1 million de manifestants à Washington, qui, rappelons, est une ville majoritairement habitée par des Afro-Américains, par des Noirs. Et donc, on nous annonce une manifestation d'1 million de personnes, ils sont 30 000. Et donc, la question, c'est, est-ce que c'est pas une minorité qui fait beaucoup parler d'elle, mais qui finalement ne représente pas tant que ça Cette minorité, attendez... Elle est violente, elle casse, ça impressionne. Mais... Cette minorité, effectivement, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis et même en France, ne représente personne. Mais il n'y a pas beaucoup de manifestants, finalement. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que derrière... Vous avez effectivement des mouvements politiques entiers, de l'extrême gauche à la gauche, voire du système progressiste, des systèmes progressistes qui sont au pouvoir, qui instrumentalisent ces petites minorités qui en elles-mêmes ne représentent personne, mais qui, grâce à la caisse de résonance de médias complaisants et d'un soutien politique de mouvements dont c'est en fait le pic de l'iceberg, parce que si vous voulez, quand on prend la Ligue de défense noire africaine, par exemple, en France, à Paris, elle ne représente rien, elle représente peut-être quelques dizaines de personnes. Et d'ailleurs, j'annonce que je débattrai avec son fondateur dimanche à 13h sur Sud Radio, dimanche 14 juin. Le problème, si vous voulez, c'est que cette personne exprime tout haut ce que beaucoup de gens d'extrême gauche, des racialistes d'extrême gauche, des indigénistes, des décoloniaux, pensent tout bas. Et donc, en fait... Il s'agit véritablement d'une instrumentalisation de minorités qui ne représentent personne pour pouvoir, en fait, maintenir des pouvoirs gaucho-progressistes en place, avec cette menace du racisme, etc. D'ailleurs, on voit le comportement de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, on en parlera peut-être. Oui, bien sûr, mais en fait, ces gens-là n'auraient pas pu avoir la puissance qu'ils ont s'ils n'ont pas une complicité dans les médias et dans la classe politique. Alors, une complicité, je ne sais pas, mais en tout cas, une complaisance. Une complaisance. Allez, admettons complaisance. On verra. Mais moi, je remarque, moi et tout le monde, on regarde les images. D'abord, le nombre, je l'ai dit il y a quelques minutes, ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, la violence, on peut toujours impressionner en étant très peu nombreux. Tout à fait. Alors, là, c'est impressionnant, les images, il y a le choc, on met la loupe un peu sur ces images-là, les médias les répètent en boucle, montent au créneau, alors ça fait bouger, ça prend, la mayonnaise prend comme on dit, mais quand on regarde de près, on analyse, bon, ils ne sont pas si nombreux que ça. Je remarque aussi, alors je ne vais pas faire comme eux, on ne va pas faire les racialistes, mais enfin, on regarde dans les manifestations, à part, il y a une minorité de blancs d'extrême gauche et c'est tout. Et donc ma question est, où est le peuple qui est en train de se faire humilier, on veut qu'il se mette à genoux. Que fait-il, où est-il? Parce que les Américains, je connais bien les États-Unis, les Américains, la majorité des Américains ne sont pas d'accord avec ça, mais il n'existe pas. Il y a Donald Trump, il y a Bolsonaro au Brésil, en France il y a Marion Maréchal qui a fait une déclaration, mais en dehors de ça, on se demande où sont ceux qui ne sont pas d'accord. Pourquoi ne se manifestent-ils pas? Ils sont majoritaires. Je ne parle pas des complaisants, je parle de ceux qui ne sont pas d'accord. La présidente du Rassemblement national et l'ensemble des députés du Rassemblement national ont pris clairement position. On se rappelle par exemple de la position de Sébastien Chenu qui demandait la dissolution de la Ligue de défense noire africaine. Marine Le Pen a été amenée à s'exprimer sur ce sujet à de multiples reprises en rappelant qu'en France il y a quelque chose qui s'appelle la citoyenneté, qu'on ne juge pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Donc moi je pense, si vous voulez, que le problème c'est que effectivement nous avons là un espèce de combat entre, on va dire, le zombie et le fanatique. C'est-à-dire que les peuples européens qui ont été abreuvés de culture, en tout cas d'une culture diversitaire, d'une culture de la tolérance, etc., qui ont finalement, on leur a fait perdre leurs anticorps identitaires d'une certaine façon. Et donc en fait, ces peuples se trouvent à devoir accepter la dictature de minorités qui, parce que fanatiques, face à un peuple qui pourtant est majoritaire numériquement, n'a pas, je dirais, la conscience de son identité, n'a pas la conscience qu'il s'agit véritablement d'une sorte, effectivement, d'attaque identitaire contre ce qu'il est. Et je crois que, d'ailleurs, je l'ai tweeté, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une espèce d'offensive
dernière offensive, en quelque sorte, des Occidentaux de papier, c'est-à-dire de tous ces gens à qui on a accordé la nationalité sans vérifier que cette nationalité était adossée à une identité. Oui, il y en a qui ne l'ont même pas. Il y en a qui ne l'ont même pas et qui manifestent. Alors c'est plus facile à discuter, si vous voulez, mais moi, le plus dangereux, c'est les gens qui ont la nationalité de ces pays sans en avoir l'identité, voire d'avoir la nationalité de ces pays en étant les ennemis de l'identité de ces pays. Oui, d'ailleurs, maintenant, c'est déclaré. C'est déclaré. Et le problème, si vous voulez, c'est que nous avons des pouvoirs, notamment en France, qui, au lieu de résister, au lieu d'opposer la main lourde et ferme de la République à tous ces différentialismes, à tous ces particularismes, à toutes ces revendications irrédentes d'identité alternative, eh bien, choisissent de s'agenouiller. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de collaborationnisme dans les pouvoirs actuels. Oui, mais êtes-vous sûr que... moi, je me demande si la majorité des gens... parce que vous avez l'air de dire que, effectivement, certains se sont pliés, s'excusent, etc., parce qu'on les a formés comme ça. Mais on se rend compte de plus en plus que beaucoup ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... oui, mais probablement la majorité, parce qu'on la voit. Sauf qu'il y a un phénomène... qui est très inquiétant, c'est que ceux sur lesquels la propagande n'a pas fonctionné, le lavage de cerveau n'a pas fonctionné, ne sont pas d'accord, mais ils ont une peur bleue de le dire. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Non, mais je crois que vous avez raison sur un point. Ils chuchotent, c'est-à-dire quand ils sont pas d'accord, ils vous le disent. Ils ont peur pour leur travail, ils ont peur de perdre. Vous avez raison sur un point, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que cet ultime assaut d'identité irrédente contre nos racines, contre notre histoire, contre ce que nous sommes, peut-être que effectivement c'est en train de réveiller l'inconscient identitaire de peuples qui ont été chloroformés, anesthésiés pendant des décennies. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours une peur. Mais alors, la peur est de moins en moins. Il y a une honte. Enfin, vous savez, on leur a imposé, on a imposé comme une mode que si vous protestez contre cela, vous êtes automatiquement raciste. Alors, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est le modèle. C'est-à-dire qu'on n'ose plus. Vous savez bien qu'il y a des gens qui risquent leur poste de travail. Alors, vous avez raison. Alors, quand on voit, par exemple... Aux États-Unis, il y a eu un journaliste licencié. Non, mais attendez, mais pourquoi aller aux États-Unis? Regardez en France. Oui. Non, mais licencié juste, non pas parce qu'évidemment il n'est pas raciste, mais juste parce qu'il n'a pas manifesté son accord avec les... Il n'a rien dit, en fait. C'est le silence. Son silence lui a coûté sa place. C'est parce que il y a effectivement une dictature du politiquement correct, et dans ce genre d'exemple que vous décrivez, cette dictature est en train de s'exacerber dans une forme de délire paranoïaque, anti-identitaire, qui va réagir non plus effectivement sur des prises de position, mais sur des silences. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que la prise de conscience aujourd'hui est beaucoup plus réelle, beaucoup plus franche, et la peur qui pouvait exister il y a quelques années est en train progressivement de s'estomper. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le Rassemblement national, qui représente quand même la plus grande force de résistance à ce type de manifestation, à ce type de comportement, de résistance identitaire, mais de résistance républicaine. Parce que le Rassemblement national est le seul parti, le seul mouvement politique aujourd'hui qui veut mettre la citoyenneté au cœur de la République. Plus personne, plus aucun mouvement, ni d'ailleurs la gauche qui a été l'initiatrice de la citoyenneté, aujourd'hui ne défend la citoyenneté. On va défendre des communautés noires, islamistes, etc. Mais on ne défendra pas la citoyenneté. C'est bien que vous en parliez. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, un certain nombre, pour finir là-dessus, je pense qu'un certain nombre, en tout cas un nombre de plus en plus important de Français est en train de prendre conscience de cela. Je le vois à travers tous les messages de soutien à nos députés, à notre présidente évidemment, et même à mon modeste niveau. Il y a de plus en plus de gens qui ouvertement me disent « vous aviez raison, on vous suit », etc. Donc il y a quand même, je dirais, un plafond de verre dont je doute qu'il n'ait jamais existé, mais en tout cas qui est largement en train de se fissurer, de se lézarder. Ça tombe bien que vous évoquiez ce sujet, parce que j'allais l'aborder dans la deuxième partie, mais puisque vous l'avez abordé, allons-y. Alors, je me demande, alors pardon, juste pour répondre sur les gens qui ont peur, probablement, et ça, on l'a vu les années précédentes, souvent les gens qui ont peur se défoulent dans les urnes.
C'est ça. Mais oui, mais sauf que à un moment donné, on se demande, si on a toujours peur, on se défoule dans les urnes. À un moment donné, l'efficacité est quand même assez restreinte. Et puis face à l'offensive actuelle, par exemple, on voit que c'est largement insuffisant. Mais enfin, revenons sur ce que vous disiez. On constate depuis un certain temps qu'il y a des journalistes et des hommes politiques, dont Marine Le Pen, que vous avez cité, et certains journalistes, qui effectivement affichent leur désaccord avec ce qui se passe. Mais assez timidement, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous venez de dire républicain, etc. Et effectivement, alors, il y a deux catégories de journalistes. Il y a ceux qui affichent leur désaccord, mais en mettant des bémols. Ils sont nombreux. Et puis il y a ceux qui sont plus offensifs. C'est-à-dire qu'ils parlent, j'ai appelé cette émission une guerre de civilisation qui ne dit pas son nom. Donc il y a certains journalistes, pour ne pas les nommer, Éric Zemmour ou d'autres de Valeurs Actuelles, qui affichent la couleur, qui disent on est dans une guerre de civilisation, qui ont un franc-parler, qui disent on est dans une guerre de civilisation, voilà la réalité. Et oui, puis il y a ceux qui disent ah non mais le racisme c'est pas bien, etc. Mais ce que font les autres c'est un autre extrême. Et je me demande, et je vais passer sur les hommes politiques, et je me demande si cette stratégie de dire non mais le racisme c'est de se mettre au milieu un peu n'est pas contre-productive face à ce qui se passe, à ce qu'il ne faut pas quand on a une guerre. Vous savez, quand on est en guerre, refuser le combat, on est perdant d'avance. Et alors, vous parliez de Marine Le Pen. J'ai vu ça. Donc, Marion Maréchal fait une déclaration. Marine Le Pen lui répond. J'ai vu la réponse. D'abord, je n'ai pas compris parce que elle dit que Marion Maréchal est tombée dans le piège. Je l'ai écouté et réécouté. Je ne vois pas dans quel piège elle est tombée. Elle ne dit pas qu'elle est. Quand elle dit blanche, c'est parce que les autres l'appellent blanche. Enfin, passons. Mais en tout cas, il y a un discours qui consiste à dire non, je n'ai pas honte d'être blanche, je n'ai rien à me reprocher, etc. Et il y a quelqu'un qui se cache derrière la République. Mais est-ce que utiliser la dialectique de l'adversaire n'est pas contre-productif? On n'est pas perdant d'avance parce que non, mais justement, c'est ce que refuse Marine Le Pen, précisément. Mais non, parce que se dire je suis républicain, machin, mais ça, c'est la dialectique de la gauche. Non, mais non, c'est pas ça. C'est que, en fait, on n'est pas républicain, on est français. Marine Le Pen brigue la magistrature suprême de la République française. Est-ce que c'est comme ça qu'elle va l'avoir? Oh, mais attendez, mais le problème, c'est que qu'on le veuille ou non, dans la République française, il y a des citoyens français de toutes les couleurs et de toutes les origines. Bien sûr, mais personne ne dit le contraire. Il y a des immigrations qui sont parfaitement assimilées. D'ailleurs, le système se garde bien de les montrer. On montre toujours justement l'immigration qui est anti-française, alors que je pense qu'il y a une proportion non négligeable et sans doute une majorité d'immigrés qui sont parfaitement assimilés, qui sont parfaitement français, qui travaillent, qui payent leurs impôts, etc. Et donc effectivement, Marine Le Pen, en tant que présidente de tous les Français, elle est obligée d'avoir, elle doit avoir un discours apaisant. On ne peut pas, si vous voulez répondre, vous l'avez dit vous-même, c'est une minorité d'excités. On ne peut pas, nous, se dire, cette minorité, en fait, représente beaucoup plus qu'elle-même, elle représente, en fait, une majorité alors qu'elle est minoritaire, et se mettre dans une posture comme si on répondait avec les mêmes armes à ce qui reste une minorité. Là, une minorité qui a le pouvoir. Non, elle a le pouvoir grâce à qui ? Pas grâce à elle-même. Elle l'a, c'est-à-dire que... Non, elle l'a, attendez. Quand on est en guerre... Cette minorité, elle est forte, et je l'ai dit tout à l'heure, et vous étiez d'accord avec moi, c'est que cette minorité, elle est forte, non pas parce qu'elle représente elle-même quelque chose, mais parce qu'elle a des relais. Elle a des relais politiques et surtout des relais médiatiques qui sont absolument complaisants. Et donc ça donne une espèce de... Ça fait grossir la mousse en quelque sorte. Ça fait une loupe grossissante d'un phénomène qui numériquement reste très minoritaire, mais qui, grâce au silence des uns, voire à la complaisance des autres, prend des proportions importantes. Donc si vous voulez... Ça remet, une fois qu'on a fait ce diagnostic, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien... Le combat, il reste sur le terrain politique. Nous ne combattons pas directement cette minorité qui ne représente qu'elle-même. On ne va pas se mettre à son niveau pour la combattre. Par contre, ce que nous combattons, c'est l'idéologie qui irradie le système médiatico-politique et qui, parce qu'il est connivant, va soutenir cette minorité et lui donner de l'importance. Donc nous, en fait, cette minorité-là, elle est forte. Parce que tout un système a décidé qu'elle le soit. Enfin, il ne s'agit pas de se mettre à leur niveau.
mais la dialectique que l'on utilise, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train de se justifier. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, ça fait 30 ans que je l'entends. Non. Ah, si. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que que ça soit le Rassemblement national aujourd'hui, ou autrefois le Front national, etc., ou d'autres d'ailleurs, que nous respectons la République, il y a des Français d'origine étrangère qui se sont assimilés, etc. Mais tout ça, on le sait, et ça fait 30 ans qu'on nous le dit. Mais on a l'impression qu'à force de le répéter, on est toujours en train de... Inconsciemment, on a l'impression qu'on est toujours en train de se justifier, comme si vous étiez en train de dire « Mais non, vous voyez, je suis pas raciste, la preuve, c'est que j'ai des gens d'origine étrangère qui se sont bien assimilés. » On est toujours dans la justification. C'est pas la question. Je pense qu'effectivement, cette minorité, et d'ailleurs le système s'en sert pour nous tendre un piège. Mais on est toujours dans la justification. En exacerbant les aspects raciaux d'une minorité, le système espère en quelque sorte que nous nous jetions, que nous nous démasquions, parce qu'en fait, le système pense qu'effectivement, nous sommes des racistes, nous sommes il ne le des pense fascistes. Pas, non, il fait semblant de le penser. Qui avançons, c'est un jeu. Qui avançons masqués, qui avons poli notre discours. Sérieusement, vous savez très bien qu'il et donc, en fait, je pense que l'instrumentalisation de cette minorité racialiste et raciste, elle a un double objectif. D'abord, perpétuer une idéologie et un système au pouvoir en s'en servant comme une espèce de pistolet sur la tempe sur le peuple en disant si jamais vous critiquez, vous êtes raciste parce que eux sont noirs, vous êtes blancs et donc etc. Mais il s'agit aussi effectivement indirectement de nous tendre un piège en disant voilà, comme on est en train d'exacerber l'aspect racial des choses, ils vont tomber dans le piège, ils vont dire voilà ce qui arrive, etc. Ce sont des noirs et nous sommes la résistance blanche. Nous refusons de tomber dans le piège. Je vais vous dire une chose. D'abord, vous savez parfaitement, j'espère que vous le savez, c'est qu'ils savent très bien en privé que vous ne l'êtes pas, et c'est un jeu médiatique. C'est-à-dire que vos adversaires savent très bien que vous ne l'êtes pas. Mais ils ne l'admettront pas. Mais si. Mais écoutez, nous ne le sommes pas, ça c'est objectivement vrai. Non, mais ils vrai. le savent que vous ne l'êtes pas. Pas tous. Oui, mais ils ne veulent pas le dire. Ils jouent un jeu parce que ça leur arrange bien. Cela dit, ce que vous êtes en train de me dire là, mais ça, je pense que vous avez un retard de 30 ans, hein, parce qu'on n'en est plus là. Ce que vous me dites là, c'était valable dans les années 80-90. On n'en est plus là à dire non, mais on va pas tomber dans le piège, on va montrer qu'ils mentent, on n'est pas raciste. Mais je pense qu'on n'en est plus là. Quand on est en guerre, on n'est plus à se poser la question est-ce que certains vont me prendre pour un raciste ou pas? Non, c'est pas. Il faut réveiller les gens. Non, mais c'est pas. On n'en est plus là. Hein. C'est pas mon propos. Mon propos est de dire que attaquer une minorité, enfin en tout cas attaquer même verbalement, descendre au niveau d'une minorité qui ne représente qu'elle-même, c'est pas notre combat politique. En fait, encore une fois, cette minorité n'existe et n'a de la voix que parce qu'un système idéologique, médiatique et politique lui donne de la voix. Une fois que nous allons nous attaquer à ce système et que ce système va chuter, en se justifiant. Et que ce système va chuter, automatiquement, ces mouvements que tout le monde croit énormes et très importants vont se dégonfler d'eux-mêmes, voyez. Mais il y a un moment où il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que quand vous modifiez les programmes scolaires, quand vous déboulonnez des statuts, quand vous débaptisez des rues, je vous assure qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais si. Mais non, les retours en arrière, c'est que pour l'économie généralement. Quand vous augmentez les impôts, vous pouvez les rebaisser. Quand vous faites des lois sur la société et sur l'histoire, on n'a jamais vu de retour en arrière dans l'histoire. En tout cas, moi, je suis un démocrate et un républicain. Je peux vous dire qu'en démocratie, ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Oui, mais voilà. Il y a des habitudes qui sont malheureusement qui ont la peau dure. C'est pas sûr, parce que je pense qu'un certain nombre effectivement de lois et un certain nombre de de relectures de l'histoire dans les manuels, etc. Je suis pas sûr que tous les Français soient d'accord avec ça. Non, mais ils ne sont pas d'accord. Mais on va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission. Il y a cette espèce d'anesthésie et de peur. Enfin, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais en gros, je me répète depuis quelques minutes. La grande question, c'est est-ce qu'on est... On est dans une guerre, alors ça, je ne vous ai pas répondu là-dessus. Oui. Nous sommes effectivement dans une guerre de civilisation. Pardon, il ne s'agit pas de... Comprenez-moi, il ne s'agit pas de se rabaisser à leur niveau, parce que leur niveau est très bas, et Nous sommes dans une guerre de civilisation au sens où Samuel Huntington l'entendait, il y a une trentaine d'années dans son ouvrage célèbre, La guerre de civilisation. Sauf que Huntington voyait une guerre de civilisation entre des zones du monde, entre des civilisations mondiales. Or, la guerre de civilisation telle qu'elle s'annonce et telle qu'elle se présente, et telle qu'il faut à tout prix l'éviter d'ailleurs, parce qu'une guerre reste une guerre et personne ne souhaite la guerre, c'est une ligne de fracture qui désormais traverse des sociétés,
traversent des pays et des civilisations elles-mêmes, précisément parce qu'il y a eu une politique d'immigration folle, totalement incontrôlée, qui a installé en France notamment et ailleurs, qui a installé sur notre territoire effectivement des populations, des peuples qui ont été dopés à la haine du pays, parce que le système progressiste, c'est quoi? C'est deux choses. C'est expliquer à l'immigré que la France est un pays de salauds parce que la France a chassé ses ancêtres, a pillé les richesses de son pays d'origine, etc. Donc, ce système progressiste crée la haine de la France chez l'immigré. Et ensuite, il va expliquer ce même système progressiste aux Français qu'il lui faut vivre ensemble ou vivre avec cet immigré qu'il aura préalablement dopé à la haine. Et évidemment, le résultat de ça, entre d'un côté, charger la barque antinationale, abreuver l'immigration de discours repentants, de dire la France a fait des crimes de guerre, comme l'a dit Macron, mettre sur le même plan la colonisation avec la Shoah, ce qu'a fait Emmanuel Macron. Évidemment, cela allume les incendies identitaires, et ensuite on va demander aux Français d'accepter ces populations qu'on aura gavées de haine vis-à-vis de la France. Le résultat de ce processus, c'est effectivement une potentielle guerre de civilisation entre des irrédentismes identitaires alternatifs d'une part et l'identité du peuple des origines de l'autre. Alors, je vais vous répondre dans la deuxième partie, parce que le temps est écoulé de la première partie, mais je vous dis juste que ce que vous venez de dire, je suis d'accord, mais simplement c'est une vision franco-française. Je ne suis pas sûr, moi, mais on va en parler. Non, mais c'est une émission sur le monde, et je vous assure mais on va en parler dans la deuxième partie, que ce n'est pas juste les immigrés, hein, et la haine anti-française, elle n'est pas juste en France. Mais on va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission. On fait une pause. Très bien. Voilà, nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission. Nous continuons une sorte de débat avec Jean Messia, donc sur cette guerre de civilisation qui ne dit pas son nom. On parlait de la France, mais elle est mondiale. Et puis, effectivement, il y a l'immigration, il y a l'extrême gauche et la gauche qui a inculqué à ces migrants une sorte de doctrine, et même aux Français d'ailleurs, qu'en gros, comme vous le disiez, les Français sont responsables de tous leurs maux et que nous devons nous repentir, etc. Enfin, on connaît tout ça. Simplement, d'abord, moi, je vois les choses de façon beaucoup plus mondiale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... c'est pour ça qu'encore une fois, guerre de civilisation, vous avez cité Huntington, mais il a raison, c'est quand même Nord-Sud. C'est l'Occident contre les autres. On a l'impression, partout dans le monde, la haine contre l'Occident, elle a toujours existé, mais partout dans le monde, elle monte. Autrefois, ce qu'on appelait le tiers-monde, ou les pays neutres, enfin non alignés, les pays non alignés, étaient soutenus par le bloc soviétique. C'était Est-Ouest. Depuis la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, il y a eu une période un peu de calme plat, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis là, en ce moment, ils sont plus soutenus par un bloc soviétique, mais en fait, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et les pays non alignés sont devenus des pays puissants et riches. Et on voit bien, pas tous. Je fais allusion à l'Asie. À certains pays, ou la Turquie par exemple, qui a des difficultés, mais qui n'est plus ce qu'elle était il y a 40 ans. Dans ces pays-là, dans le monde musulman, et plus largement dans le monde asiatique ou africain, il y a un sentiment anti-occidental de façon générale. Enfin, oui, pas français, anti-occidental. Votre propos peut être vrai sur le plan... je dirais civilisationnel et identitaire, mais en tout cas, il est contredit par les faits. Parce qu'en même temps que vous dites ça, vous avez cité deux grands continents. Si on les additionne, on obtient des millions de candidats potentiels à l'émigration en Occident. Oui, pour le coloniser, pour le changer. C'est très paradoxal. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, ils ont une haine de l'Occident et ils veulent émigrer en Occident
pour l'occuper et le changer, Alors, pas pour s'assimiler, vous savez bien. Alors moi, pour le coup, je connais très bien, en tout cas le continent africain et un peu le continent asiatique, parce que j'ai été posté dans les pays du Golfe, où il y a énormément d'immigrés du sous-continent indien. Je crois pas que leur première motivation, ça soit cela. Mais ça dépend lesquels. La première motivation, c'est une motivation économique. Bien sûr, mais ça dépend de qui on parle. C'est une fois qu'ils sont... C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'ils ont... Je ne vous parle pas des islamistes qui se mêlent... des Indiens, là, mais ce n'est pas... Non, mais attendez, mais même, je ne vous parle pas des islamistes qui se mêlaient aux colonnes de réfugiés pour venir commettre des attentats, etc. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je parle de la majorité des migrants qui veulent tenter leur chance. Ils tentent leur chance parce qu'ils prennent l'Europe, de manière générale, pour un Eldorado. Oui, mais... Et le problème, si vous voulez, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce n'est qu'une fois... Non. Qu'ils sont versés dans le creuset, mais c'est faux. Je dirais, européens et français, qu'ils sont instrumentalisés par des gens de gauche. Moi, je l'ai vu faire. Oui, mais moi, j'ai vu des gens sur place. Vous voyez bien les associations qui sont... Il y a je sais bien, c'est accentué. Des tas d'ONG qui sont mobilisés exprès pour faire comprendre aux migrants. Vous êtes là pour des raisons économiques, mais pas seulement. Attendez. Vous avez des droits en tant que citoyen. J'ai compris ce que vous voulez dire. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais quand je dis c'est faux, c'est-à-dire que ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a des organisations d'extrême gauche qui les récupèrent et qui les gonflent. Ouais. Mais il y a une base au départ. Et la base, je peux vous donner 2 exemples. Emmanuel Macron avait été en Afrique l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je me souviens, c'était en direct sur toutes les chaînes de télévision. C'est son intervention à l'université où il y avait des étudiants en 3e, 4e année d'université, mais il faut voir le discours qu'il lui tenait. Ils étaient en Afrique. Aucun mouvement d'extrême gauche français ou européen ne les avait gonflés. Allez discuter... Vous êtes au courant que les médias français arrivent dans ces pays? Non, mais bien sûr, mais vous savez bien que dans le monde musulman, je ne parle pas des islamistes, dans le monde musulman, globalement, vous le connaissez aussi bien que moi, peut-être mieux même, vous savez bien que dans cet Orient où il y a des minorités chrétiennes, elles sont naturellement éduquées avec un amour de l'Occident, une sorte de fascination de l'Occident, un respect, et en fait, il y a même des cultures communes et des traditions communes, et puis il y a une majorité dans ces populations musulmanes, pas tous, mais une forte majorité, qui sont élevées dans la haine de l'Occident. Alors ce que vous dites... Mais je l'ai vécu. Non, mais c'est vrai, mais c'est fonction croissante du niveau de vie. Parce que si vous allez, par exemple, dans les pays du Golfe, où le niveau de vie est extrêmement élevé... Oui, les pays du Golfe, c'est un peu particulier. Je parle des masses, moi. Je parle de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, du Maghreb. Mais parce que ce sont des pays dont le revenu par habitant est extrêmement faible ou moyen. Mais non, mais voilà. L'histoire de la richesse, les attentats ont prouvé le contraire. Ont prouvé que des gens riches détestent l'Occident et viennent y mettre des bombes. Il n'y a que Ben Laden qui est le contraire. Mais non, il n'y a pas que Ben Laden. Voilà. Je peux vous citer des musulmans levantins extrêmement riches qui ont une haine de l'Occident parce qu'ils considèrent que l'Occident les a dominés. Non, mais tout à fait, mais ça existe. Vous savez que dans le monde musulman... Non, mais ça existe, mais c'est pas je vous assure que c'est pas la majorité. Vous savez que dans l'histoire... Moi, j'ai vécu dans les pays du Golfe pendant des années. Oui, mais les pays du Golfe ne sont pas une référence. Ils sont minoritaires. Parce que quand même, on les a accusés, d'ailleurs à juste titre parfois, vous avez certaines familles effectivement très riches qui financent via des œuvres caritatives le terrorisme, en tout cas le califat de Daesh, etc., a été indirectement financé par alors pas par les États, mais par des familles influentes, bien sûr, etc. Mais quand je dis c'est pas une référence, ça c'est vrai. C'est que les pays du Golfe, en population, ne représentent pas grand-chose. Et puis, culturellement, historiquement, ce n'est pas là le noyau du nationalisme arabe, de l'anti-occident. Parce que là, on revient revenons un peu en arrière. Avant que l'islamisme ne réapparaisse à la fin du XXe siècle, il y a eu, j'ai cité les pays non alignés du tiers-monde, etc. Tout ça, c'était nourri par le nationalisme. En fait, le nationalisme arabe n'était qu'un anti-occidentalisme. Et donc, toutes ces cultures-là, qui persistent. Maintenant, elles ont pris l'étiquette islamiste à la place de l'étiquette nationaliste, mais finalement... Non, je pense pas, parce que si vous voyez, par exemple, l'Égypte de Nasser, si vous voulez, oui. Moi, mes parents ont vécu... oui, elle était anti-occidentale. Hein. Elle était anti-occidentale sur le plan, je dirais, politique, mais pas sur le plan civilisationnel, sur le plan des mœurs. Moi, non, les mœurs, c'est autre chose. Ma mère a fait l'université du Caire dans les années 60, elle me montre des clichés, des photos des années 60. Si je vous mets une photo de la Sorbonne à la même époque, vous ne savez pas distinguer. Mais vous savez bien que
justement, mais vous savez bien que... Donc c'est pas donc si vous voulez, le nationalisme arabe, on ne peut pas dire que ça a été remplacé par l'islamisme. C'est peut-être vrai sur le plan politique, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais pas sur le plan civilisationnel, sur le plan de mode de vie. Non, mais en fait, la base de tout ça, c'est la haine de l'Occident et l'anti-occidentalisme. Sauf que le nationalisme arabe ayant fait faillite, n'ayant pas réussi, l'islamisme l'a remplacé et l'a radicalisé. Mais à l'origine, le noyau est le même, c'est l'anti-occidentalisme. Non, alors si vous voulez parler de ça, moi je vais vous dire l'origine de tout ça. L'origine de tout ça, c'est que quand Anwar el-Sadat a pris le pouvoir en Égypte suite à Nasser, il y avait 20 000 conseillers soviétiques et l'Union soviétique avait une mainmise sur l'Égypte, y compris civilisationnelle. Je ne parlais pas que de l'Égypte. Hein. Non, mais oui, mais l'Égypte à ce moment-là est quand même le pôle régional, la puissance régionale qui irradie l'ensemble du monde arabe par son cinéma, sa musique, etc. Donc elle a une grosse influence et Nasser est une icône de tout le monde arabe à l'époque. Anwar el-Sadat arrive, elle dit mais attendez, l'Égypte est en train de perdre son identité islamique. La première mesure qu'il prend, c'est d'ouvrir les prisons aux frères musulmans, où justement, il était issu d'ailleurs. Où Gamal Abdel Nasser les avait mis, d'accord ? À charge pour eux, et c'était la mission implicite que Sadat leur donnait, c'était de réislamiser l'Égypte. Le problème, c'est qu'il a libéré un courant identitaire et religieux et politique qu'il a en quelque sorte dépassé, puisque le 6 octobre 81, ce sont les mêmes personnes qu'il avait libérées des prisons qui l'ont assassiné. Alors, ce qui se passe en Égypte est très intéressant, parce qu'à partir de là, il y a deux choses. Nasser avait mis une partie des frères musulmans en prison et l'autre partie les avait exportés dans le reste du monde arabe, dont les pays devenaient à l'époque indépendants les uns après les autres. Boumedienne, par exemple, a vu arriver des colonnes de frères musulmans égyptiens qui parlaient parfaitement la langue arabe, et comme Boumedienne avait pour objectif d'arabiser l'Algérie, d'arabiser l'Algérie, eh bien, il a accueilli à bras ouverts ces frères musulmans, dont beaucoup étaient des profs dans les écoles et dans les collèges, dans les lycées algériens. Ce qui d'ailleurs a donné 20 ans plus tard la fameuse génération du fils et du GIA. Ce sont les enfants des frères musulmans égyptiens. Oui, mais ça a marché aussi parce que le nationalisme arabe était corrompu et a fait faillite. Mais je reviens à mon idée de départ, c'est-à-dire qu'il y a un noyau anti-occidental au départ. Après, il prend plusieurs visages. Il prend plusieurs visages, mais ce que je veux vous expliquer, et c'est très important, c'est que l'Égypte, en tout cas le monde arabe, des années 50, 60 et 70 est un monde arabe qui peut être effectivement anti-occidental sur le plan. Il l'était. Il était anti-occidental sur le plan politique parce que de toute façon, et vous l'avez très, très justement rappelé, il était dans le giron de l'Union soviétique. L'Union soviétique étant anti-occidentale, ces pays-là, en acceptant l'aide... Ah non, il n'était pas anti-occidental parce qu'il était dans le giron... bien sûr que si. Il était dans le giron soviétique parce qu'il était anti-occidental. Il faut vous inverser les rôles, là. Alors, je prends toujours l'exemple de l'Égypte. Comment Nasser a basculé vers l'Union soviétique? Parce que c'était pas inscrit qu'il était pro-soviétique au départ. C'est en raison du barrage d'Assouan. Du barrage d'Assouan. D'accord. Le barrage d'Assouan que les Américains, il a demandé de l'aide aux Américains, les Américains ont refusé de lui financer. Il a demandé de l'aide à Moscou, Moscou lui a dit chèque ouvert, carte blanche. Les budgets, vous les avez comme vous voulez. Et c'est ça qui a finalement ça, c'est orienté... une excuse, ça. C'est une excuse parce que ça, je la connais. Ça, c'est une excuse. Il y avait un sentiment anti-occidental, c'était les colonisateurs. Les Occidentaux, les Européens notamment, sont, pour ces gens-là, les colonisateurs. Je vais vous donner un autre exemple, parce que vous me parlez de l'Égypte. Mais bien sûr, Nasser a eu une influence très importante dans le monde arabo-musulman. Mais c'est plus ancien que ça, bien avant l'arrivée de Nasser. Je vous donne l'exemple de... on va célébrer bientôt 1920-2020 la fondation du Grand Liban, la suite des accords Sykes-Picot. Lorsque, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques promettent aux Arabes un empire avec Faisal comme roi, il les aide, je résume pour aller vite, il arrive à Damas et puis le général Gouraud français, en application des accords, débarque. Faisal déclare un royaume arabe, vous le savez tout ça, je le dis pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié. Il arrive à Damas et il proclame un empire arabe. Le général Gouraud arrive, et donc Faisal continue, et puis l'arrête net. Et il défait cet empire arabe, ce royaume. Et donc, la défaite a lieu à Maïsaloun. Donc, c'est une région entre la Syrie et le Liban.
Vous savez que cette défaite humiliante pour les Arabes, elle est évoquée tous les jours dans le monde arabe. Il y a des poèmes, des chansons sur cette défaite. Si vous dites « je suis français », on vous rétorque « et Maïsaloun ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de Nasser, il s'agit de deux civilisations dont l'une considère que l'autre l'a humiliée et la défaite. Oui, mais c'est en fait... C'est comme ça. Non, mais je parle du monde arabe, mais c'est pareil pour d'autres civilisations. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, pour l'Afrique, c'est tout à fait vrai. Si vous dites français, on va vous sortir la colonisation, l'exploitation des ressources, le pillage du continent. Oui, mais vous pourrez. Le problème, c'est que vous pourrez leur rétorquer aussi que ce que l'Europe a construit dans ces pays. Mais la médecine. Mais vous avez parfaitement raison. Mais qui doit rétorquer ça? Là, on est d'accord. Le pouvoir national. Oui. Or, mais non, mais il ne s'agit plus de la France, là, il s'agit du monde. Mais même quand vous prenez d'autres pays, si le pouvoir en place dans les pays occidentaux n'est pas un pouvoir national, n'est pas un pouvoir qui porte haut les couleurs de l'identité nationale, s'il ne s'aime pas lui-même et il n'aime pas le pays qu'il incarne, forcément qu'il ne va pas le faire aimer par des identités étrangères. Donc moi, si vous voulez, ce que je réponds parfois à mes amis africains qui me disent en fait, beaucoup d'Africains viennent en France parce que la France a pillé le continent. Et d'abord, la France n'a jamais pillé le continent. Aujourd'hui, qui pille le continent? Ce sont plutôt les dictateurs africains d'après l'indépendance et la Chine. Alors si on devait expliquer l'immigration par le pillage, moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas d'immigration africaine pour la Chine. De même pour l'esclavage. Voilà. Les plus grands esclavagistes de l'Afrique noire étaient des Noirs de l'Afrique du nord de l'Afrique et le monde arabe. Et le monde musulman. Et je dis autre chose. La France a fait repentance depuis une trentaine d'années sur effectivement le colonialisme, les crimes du colonialisme, etc. Mais ça, nous avons fait notre part du chemin. Mais est-ce que les pays africains, eux, ils ont remercié, les pays africains colonisés par la France, est-ce qu'ils ont remercié la France pour la pénicilline, pour les infrastructures, pour le chemin de fer, pour les universités, pour les écoles, pour le savoir, pour la technique? On attend toujours. Oui, mais alors, je mettrais un bémol, c'est que dans le monde africain, il y a moins de haine. En France, là, on l'a dit tout à l'heure, que c'est une minorité, etc. Mais on remarque que la cassure entre le monde musulman et le monde occidental est beaucoup plus grave qu'entre le monde africain, l'Afrique noire et l'Europe. Parce que si vous allez en Afrique noire, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup parmi les populations qui réclament même le retour de la France. Ils réclament d'être recolonisés parce qu'ils sont tellement mal gouvernés par des dictateurs qui pillent leurs richesses, qui justement, ils réclament le retour de la France. La meilleure preuve de ce que vous dites, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, au lieu de rester dans le pays dont ils avaient, dont leur père... Ils sont venus en France. Ils se sont précipités en métropole. Oui. Donc ceux qui ne veulent pas émigrer veulent que la France revienne les gérer. Donc ça, il n'y a pas ce complexe de défaite, etc. en Afrique noire, ce qui n'est pas le cas dans le monde musulman, où il y a une haine. Et là peut-être, elle est aussi motivée. L'Afrique noire peut être musulmane. Bien sûr. D'ailleurs, j'allais vous le dire. D'ailleurs, on remarque que lorsqu'il y a de la haine, c'est souvent chez les populations qui sont islamisées. Je généralise, bien sûr, il y a des exceptions un peu partout. Il y a aussi des Noirs musulmans qui sont en faveur de la France, ça existe aussi. Mais au Mali, par exemple. Voilà, exactement. Je globalise. Mais dans le monde musulman, on voit que la haine est beaucoup plus profonde. Et ce n'est pas une question de France ou pas France. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot Occident. Non, mais je pense c'est parce que c'est l'Occident chrétien pour le musulman. Vous savez, c'est l'incroyant. Oui, là, votre point de vue est très... Et je me permets de rebondir sur ce point très intéressant que vous venez d'évoquer. C'est qu'en réalité, le monde entier est pris d'un malaise identitaire. Oui. Ce qui se passe en fait dans le monde musulman, cette espèce de fuite en avant, parfois fanatique, intolérante, de rejet, etc., c'est aussi le symbole d'une menace, en tout cas perçue comme telle, de l'Occident sur l'identité arabo-islamique. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on arrive à discuter avec ces gens qui sont très raides, sur l'aspect religieux, sur l'aspect identitaire, etc. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire en premier lieu? Ils vont vous dire, mais attendez, le mode de vie occidental nous menace. Vous vous rendez compte? Nous les musulmans, chez nous, il n'y a pas d'homosexualité. Officiellement, parce qu'il y en a partout. Évidemment. Tout ce qui concerne l'avortement, on n'en veut pas. Tout ce qui concerne la GPA, la PMA, etc., on n'en veut pas. Ils sont dans une espèce, si vous voulez, de culture islamique épurée
qu'ils veulent comme il y a plusieurs siècles, et ils sentent en fait que la propagation, si vous voulez, de la civilisation occidentale, notamment à travers les médias et à travers surtout les nouvelles technologies qui sont désormais accessibles à tout le monde. Encore il y a quelques années, il y avait que les chaînes paraboliques. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde musulman, vous avez l'Occident qui est à portée de main. Chacun a l'Occident entre les mains. Et donc en fait, je termine, je pense, si vous voulez, que le monde islamique perçoit une menace sur son identité, sur ses racines identitaires, provenant des nouvelles technologies qui diffusent des identités alternatives. Permettez-moi de nuancer tout ça, parce que je vous assure que ce qu'on appelle la rue arabe ou la rue musulmane, c'est une façon de dire la population lambda. Je vous assure que la PMA, la GPA, ils n'en savent rien, ils s'en fichent royalement. Enfin, ils connaissent les films pornographiques, oui, bien sûr, ils connaissent les films, bien évidemment, etc. Mais vous pouvez instaurer dans toute l'Europe des régimes conservateurs qui ne seraient pas pro-occidentaux pour autant. Pour eux, l'Occident, parce que vous résumez souvent les choses aux mœurs, mais il n'y a pas que les mœurs. Pour eux, nous sommes des incroyants, nous sommes des gens qui, comment dire. Mais le problème, vous savez que nous sommes des. En fait, pardon, ils ne veulent pas juste que l'Occident ne revienne pas chez eux. Ils veulent, eux, aller le coloniser. Dans un but très simple, c'est que c'est leur devoir. Tout musulman a le devoir, d'abord, de ne pas être gouverné par un non-musulman, c'est interdit. Vous savez ça. C'est interdit dans le Coran d'être gouverné par un non-musulman. Et il a le devoir d'aller islamiser le monde. Oui, mais donc, ça dépasse largement le fait que... Mais mon cher Richard, vous savez très bien que ces velléités-là, en réalité, sont récentes. Si vous remontez aux années 60, 70 et même au début des années 80, c'est pas ça qui gouvernait à l'époque. Très bien ce que vous dites, parce que ça ne gouvernait pas, mais dans le peuple, c'était présent. Mais même dans parce que rappelons aux téléspectateurs de TV Liberté que les années que vous citez de Nasser, etc., c'était des dictatures. Vous savez que si on avait organisé des élections libres dans ces années-là où les mœurs étaient un peu plus libres dans ce monde-là, les nationalistes arabes qui étaient un peu plus tolérants sur les mœurs auraient perdu. Parce que dans la réalité, le peuple n'a jamais été en faveur de ça. Le peuple n'a jamais été. Chaque fois qu'il y a eu des élections, citez-moi une seule élection libre dans le monde, non pas arabe, mais musulman, qui n'a pas été remportée par des islamistes, depuis toujours. Que ce soit, je reprends l'exemple de l'Égypte, parce que c'est le plus grand pays arabe et le pays arabe le plus peuplé, et celui qui a le plus d'influence. Dans lequel il y a eu des élections libres il y a quelques années, c'est les islamistes qui ont gagné. Mais il y a quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant Nasser... Mais depuis, il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que si on fait des élections libres en Égypte aujourd'hui, les islamistes gagneront de nouveau. Alors, d'abord, le résultat des élections de 2013 sont bons. Il y aura beaucoup à dire. Mais avant Nasser, il y avait quoi ? Il y avait un roi. Il y avait le roi Farouk. Oui. Le roi. Regardez C'était pas une démocratie. Alors, c'était une démocratie, le roi ne changeait pas, mais les premiers ministres changeaient. Mais non, mais il n'y avait pas de démocratie. On n'élisait pas des députés qui donnaient leur confiance à un gouvernement. C'était des démocraties. Non, ce n'était pas des démocraties. Semi-constitutionnelles. C'était pas des dictatures totalitaires, mais c'était pas des démocraties. D'accord, peu importe. N'empêche que ce sont des régimes où il y a eu plusieurs premiers ministres qui étaient chrétiens, plusieurs ministres qui étaient chrétiens. Bien évidemment. Donc c'était des régimes qui étaient très ouverts et très tolérants. En fait, Nasser a vécu. Non, je peux ne pas vous arrêter, parce que vous qui connaissez le cinéma égyptien, vous devez connaître certainement ce film dont j'ai oublié le titre, qui raconte l'histoire d'une copte qui était, comme vous dites, il y avait des ministres chrétiens et qui était introduite, c'était une très jolie femme, c'était une histoire vraie, qui était introduite, qui était la maîtresse de tous les ministres, etc., et qui un jour refuse, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus des détails du film, et qui se retrouve clocharde dans une cabane. C'est-à-dire que dans ces pays-là... Oui, mais là, c'est pas la religion. Non, mais bien sûr que si. C'est des affaires sexuelles. Non, pas du tout. Non, mais son statut de copte a fait que... C'est-à-dire que dans tous ces pays musulmans où on retrouve... En Irak, par exemple, on a retrouvé un ministre des Affaires étrangères... Tarek Aziz, qui s'appelle pas Tarek Aziz, d'ailleurs, qui s'appelle Michel Yohanna. Et pourquoi il s'est fait appeler Tarek Aziz ? Parce que la population n'aurait jamais accepté un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Michel. C'est comme Boutros Ghali en Égypte, voilà. Qui a été ministre des Affaires étrangères juste pour aller signer la paix avec Israël, et qui se retrouvait ensuite secrétaire d'État. Bien sûr, mais dans tous ces pays, quand on est chrétien et on devient ministre, on n'est pas ministre parce qu'on représente quelque chose. Oui, c'est un alibi, c'est tout. C'est-à-dire que vous êtes un ministre un peu de seconde zone. On peut vous révoquer, vous renvoyer à votre cabane en 2 minutes. Tout ce que vous dites est vrai,
depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. La vérité, pendant le 20e siècle, depuis l'indépendance de l'Égypte en 1922 jusqu'à l'arrivée d'Anwar el-Sadat et la libération des frères musulmans, en réalité, pendant toute cette période, il y a eu des régimes qui étaient très ouverts sur l'Occident, très occidentalisés. Par intérêt, mais bien sûr. Très occidentalisés. Mais je ne parle pas des régimes, je vous parle même le peuple. Depuis le début. Mais non, le peuple. Même le peuple. Le régime a fait son intérêt, l'élite fait son intérêt. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, comment dirais-je, le monde arabe se braque, se cabre depuis une dizaine d'années, depuis quelques dizaines d'années. Mais parce que la population a imposé plusieurs aux gouvernants leur opinion. Il y a d'abord, effectivement... Parce qu'avant, c'était des dictatures qui faisaient ce qu'ils voulaient, c'est tout. Il y a l'influence des pays du Golfe. On sait très bien que l'islamisation de l'Égypte, que Anwar el-Sadat a permis de façon politique, elle a été aussi largement financée par l'Arabie Saoudite au moment des deux chocs pétroliers. L'Arabie Saoudite qui se retrouvait à la tête d'un pactole et qui a financé effectivement... Mais je vous dis que même si ce n'était pas islamisé... Le wahhabisme, en fait, c'est une vision... Mais même si ce n'est pas islamisé, l'Occident chrétien est considéré comme colonisateur, etc. Dans ces pays. Alors après, il y a des nuances entre l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Mais enfin, nous, tous les deux, on peut aller discuter avec eux sans nous dévoiler. Parce qu'on parle leur langue, etc. Et donc, parlez avec eux, ne dites pas ce que vous pensez, et c'est la libération. Et moi, j'entends des discours, mais depuis toujours. On me tient... En fait, mais spontanément, lorsque vous discutez pas avec les dirigeants qui font leurs intérêts, etc., qui ont des amis en Occident parce que ça les arrange bien, je parle de monsieur tout le monde. L'occidental... La réalité, c'est que les masses arabes se sont épouvantablement paupérisées. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un lien, qu'on le veuille ou non, entre la montée du fanatisme et la recrudescence de la paupérisation. C'est quelque chose qui est universel. Pourquoi les nazis ont accédé au pouvoir en 1933 ? Parce qu'il y a eu la crise qui a plus durement frappé l'Allemagne, parce qu'il y a eu du chômage, parce qu'il y a des subpopulaires, etc. Cette idée a été démentie depuis longtemps, parce que les plus riches d'entre eux sont les plus radicaux souvent. Oui, mais c'est pas les plus riches, quelques-uns qui ne représentent absolument pas la classe sociale à laquelle ils appartiennent, qui est quand même à 99,9% pro-occidentale. Écoutez, l'histoire récente nous a prouvé que ce n'est pas une question d'argent. Mais bon, en tout cas là... Non, mais le fait de trouver des contre-exemples de personnes ne contredit pas la règle. J'allais dire, c'est les... D'accord, non, mais l'idée que la pauvreté crée l'intégrisme, ça fait longtemps qu'on a démontré le contraire. Écoutez, en tout cas, du temps du roi Farouk et de Nasser, quand la livre égyptienne valait 3 livres britanniques, d'accord, les mouvements islamistes n'avaient aucun pouvoir, n'existaient même pas. Mais bien sûr, parce qu'on les matait, parce qu'on ne demandait pas leur avis. Non, mais il n'existait pas, c'est-à-dire ça n'existait pas. C'était quelque chose qui avait disparu. En réalité, lorsque la population égyptienne a commencé à se démultiplier aujourd'hui, vous savez, dans les années en 85, année où j'ai eu 15 ans, la population française faisait 55 millions d'habitants. La population égyptienne à l'époque faisait 56 millions d'habitants, donc à peu près la même chose. Aujourd'hui, la population française fait 66 millions d'habitants. Vous savez à combien est l'Égypte ? 103 millions d'habitants. Voilà. Donc, avec des ressources qui elles, n'ont pas augmenté. Des ressources agricoles, des ressources énergétiques, qui peu ou prou restent les mêmes. Donc, l'Égypte est un pays qui s'est immensément paupérisé. Et évidemment, sur le terreau de la misère sociale, de la misère économique, j'ai compris, mais les ronces de l'intégrisme. Vous me revenez toujours sur l'Égypte, mais en fait le phénomène est identique partout, mais sauf que ailleurs les plus riches sont aussi radicaux que les plus pauvres. Mais en tout cas, juste pour conclure, dès qu'il y a eu cette affaire là, cette espèce d'emballement comme ça, on a vu quand même des pays immédiatement venir faire la morale aux États-Unis et à l'Europe, c'est-à-dire même la Chine, qui n'est pas concernée, l'Iran, enfin tous ces pays ont pris prétexte de cette affaire pour dire « Ah, vous êtes des racistes », comme si eux étaient exempts de toute critique. C'est incroyable qu'un pays comme la Chine, qui est un pays totalitaire, communiste, où quand vous êtes musulman, vous finissez en prison, quand vous êtes chrétien... voilà, et l'Iran, qui est un pays totalitaire, qui fouette les femmes et qui tue les opposants, et j'en passe des pays, je pouvais faire la liste de tous ces pays qui viennent faire la morale, dire vous êtes des racistes, etc. Donc c'est pour ça que je démarrais cette émission sur la guerre des civilisations et je la conclus je vous laisse vous la conclure d'ailleurs, sur cette espèce de je reviens sur tous ces pays qui profitent de ça pour venir faire de l'anti-occidentalisme alors qu'ils ne sont pas bien placés. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas juste une question d'immigration. À quoi vous attendre de pouvoirs qui mettent un genou à terre ? Oui, voilà. C'est-à-dire que vous avez tout dit. Que quand on accepte de s'agenouiller,
ce que naguère le général de Gaulle appelait l'aplatissement, c'est-à-dire se soumettre. Oui. On se soumet. Donc c'est comme, si vous voulez, un pays ou une capitale se déclarait ville ouverte par rapport à une attaque ennemie. Une fois que vous vous êtes déclaré identité ouverte, ou même pas d'identité du tout, que vous-même, qui pourtant avez été élu pour protéger l'intégrité territoriale, souveraine et identitaire de votre pays, vous décidez de poser un genou par terre en signe de soumission à toutes les revendications identitaires alternatives, à ce moment-là, c'est open bar, si je puis dire. Voilà, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'à partir de là, n'importe qui, venant de n'importe où, et se comportant n'importe comment chez lui, par rapport aux minorités, par rapport aux femmes, etc., peut vous administrer la leçon. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est qu'après qu'ils aient fait ça, on n'a pas entendu les mêmes pouvoirs réagir. Et pour cause, ils sont toujours occupés à avoir un genou par terre. Oui, sauf Donald Trump, Bolsonaro et quelques-uns. Mais ces pouvoirs-là, précisément, sont des pouvoirs nationaux qui portent haut les couleurs pour lesquelles ils ont été élus, ce qui n'est pas le cas en France. Merci Jean Messia, restez debout et la tête haute. Et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis, à très bientôt.